Le professeur David Kayat est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Professeur, chef du service de cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et votre dernier livre, Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous, chez Odile Jacob. Professeur Kayat, le cancer. Voilà un mot qui fait toujours aussi peur qu'avant, même si on le prononce aujourd'hui alors qu'on ne le prononçait pas auparavant. Un mot qui fait peur, la maladie qui effraie le plus, toujours. Absolument, c'est la maladie qui n'arrive pas à devenir une maladie. Oui. Elle est un problème social, elle est un problème psychologique. C'est incroyable. Moi, quand j'ai pris en charge le plan cancer, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour justement faire changer l'image que l'on a, ce défaitisme, cette fatalité, l'idée que forcément cancer veut dire mort, veut dire souffrance, veut dire perte de cheveux, veut dire amputation. C'est pas vrai aujourd'hui. Globalement, 55% des gens qui vont avoir un cancer dans notre pays cette année vont être guéris. Vont être guéris. Et si vous prenez et le ce cancer ne reviendra pas ou non, pas guéri. toujours. Non, guéri définitivement. définitivement. Oui. Alors c'est 85% des femmes atteintes de cancer du sein qui vont guérir, 75% des hommes atteints de cancer de prostate, des hommes et des femmes atteints de cancer du côlon. On est sur des chiffres considérables. Oui. 3 sur 4 guéris dans ces cancers-là, 85% chez la femme. Donc il faut retrouver la confiance et il faut arriver à changer l'image du cancer. Mais c'est de tous les combats que j'ai menés dans ma vie, 35 ans de lutte contre le cancer, la chose la plus difficile, changer l'image, faire en sorte que les gens... Cette menace permanente, étrange, parce que cancer, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, ce sont des cellules, donc... Oui, on va revenir à la base. Alors en fait, un corps humain, comme tout ce qui vit, les plantes, les animaux, sont constitués de petites briques qu'on appelle des cellules. Dans un corps humain, il y en a 1 million de milliards. 1 million de milliards? Ouais, c'est énorme, donc c'est tout petit, les cellules. Et ces cellules, elles se regroupent pour faire un organe. Alors c'est le cœur, les poumons, le foie, les reins, chaque organe assurant une fonction. Le cœur bat, les yeux, la rétine permet la vision, etc. Alors en fait, comment une cellule fait quelque chose? Comment une cellule du cœur bat, par exemple? Elle bat parce qu'à l'intérieur de cette petite cellule infiniment petite, il y a des gènes qui sont en fait des recettes qui lui expliquent comment faire pour battre, comment faire pour voir, comment faire pour faire de l'urine. Ces gènes, ils sont écrits sur un petit filament qu'on appelle l'ADN, ce fameux filament que les policiers vont chercher pour essayer de savoir l'empreinte génétique qui a tué, qui a violé. Bon, ce petit filament, sur ce petit filament, à l'intérieur de chacune de nos cellules sont écrits nos gènes, qui sont les gènes des fonctions qui permettent aux cellules de faire. Alors imaginez, non seulement un corps humain c'est fait d'1 million de milliards de cellules, donc c'est tout petit, mais à l'intérieur de chacune de ces cellules, il y a un filament d'ADN qui mesure, lui, 2 mètres de long. Alors 2 mètres de long par 1 million de milliards, si vous mettez bout à bout tout votre ADN de tous vos cellules, vous pourriez faire 10 fois l'aller-retour sur Terre-Lune. Alors c'est pour vous dire comme c'est petit. Si c'est petit, c'est fragile. Et tous les jours, ces filaments d'ADN sur lesquels sont écrits nos gènes sont vulnérables. Ils subissent les attaques de la cigarette, de la pollution, des mauvais aliments, des hormones sexuelles, etc. Ils finissent par s'abîmer. Mais heureusement pour nous, il y a des systèmes de réparation qui veillent en permanence à ce que ce long filament d'ADN soit intègre, que s'il y a une mutation qui est apparue, si une lettre de l'écriture des gènes s'est déplacée, quelqu'un vient et réécrit le gène. Sauf que, si vous mettez en jeu ce système de réparation 1 fois par jour, sur l'ensemble de votre vie, il va y arriver. Mais si vous le mettez en jeu 200 fois par jour, comme le fait un fumeur, comme nous le faisons à cause de la pollution et le reste, à un moment donné, le système de réparation, il vient, il essaye de réparer, mais il est plus capable de réparer. D'où votre livre, Prévenir le cancer. Et évidemment. Un mot avant d'entrer dans votre livre. L'hérédité, parce que certains disent, est-ce qu'il y a une hérédité du cancer? Il y a 5% des cancers en France qui sont héréditaires. Ça 5% touche seulement. Les cancers du sein, du côlon, les mélanomes malignes, c'est-à-dire le cancer de la peau. 5% des cancers. Ça, le malheureux, celui qui a reçu un gène anormal de ses parents, donc dans 5% des cas, va développer un cancer, sauf si on enlève l'organe qui est susceptible de devenir cancéreux. C'est l'histoire d'Angelina Jolie. Elle a un gène qu'on appelle BRCA1. Elle est porteuse de ce gène que lui a transmis sa mère, qui elle-même a eu un cancer du sein. Et donc cette pauvre Angelina Jolie, elle sait que si elle garde ses seins, elle va avoir probablement, elle a un risque de l'ordre de 80%, elle va avoir un cancer du sein. Donc la seule façon de faire, c'est d'enlever les seins. Mais ça ne concerne que 5% des gens. Dans le reste, dans les 95 autres pourcents, nous avons reçu des gènes normaux de nos parents. Nos parents n'y sont absolument pour rien. C'est nous qui avons abîmé nos gènes pendant la vie à cause de la façon dont nous avons vécu. David Kayat, certains médecins affirment que dans 15 ou 20 ans, le cancer sera une maladie chronique. Vous y croyez ou pas? Mais comme j'aimerais ça. Ça fait 35 ans que je soigne des malades. 35 ans que j'en vois tellement mourir. J'aimerais
j'aimerais énormément, mais c'est totalement faux. Totalement faux. Et je vais vous dire, c'est de la folie quand de dire j'étais ça. C'est de la folie de dire ça. parce que, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais là, il y a des malades derrière qui espèrent, qui attendent, des gens qui ont peur, et on peut pas se permettre de faire des choses pareilles, parce que derrière ça, il y a la déception après. Et nous, médecins qui voyons des malades au quotidien, moi, je fais 40 consultations par semaine, et il faut gérer la déception, et c'est terrible, les scoops qui n'en sont pas. Et donc, non, moi, quand j'étais jeune interne, j'avais 24 ans, il y avait à l'époque des très grands cancérologues qui s'appelaient Georges Maté, Jean Bernard, etc. Je me rappelle, j'étais leur interne, et ils me disaient, en l'an 2000, on aura guéri le cancer. On est arrivé en l'an 2000, il y avait juste 2 fois plus de cancer que quand j'ai commencé, et la mortalité était toujours là. Donc c'est faux. Le cancer, c'est tellement compliqué. Chaque fois qu'on approche l'idée de la guérison du cancer, on découvre que c'est encore plus compliqué qu'on le pensait. Dans les années 80, on pensait que c'était le cancer. C'est-à-dire que cancer du sein, du côlon, c'était la même chose. Pas du tout. On s'est mis à les soigner avec les mêmes médicaments, ils réagissaient pas de la même manière. Donc c'est pas la même maladie. Alors, on est arrivé début des années 2000, on a dit les cancers, 200. Le sein, le poumon, le côlon, la prostate. Et puis on s'est aperçu que dans le cancer du sein, on prenait 10 femmes qui avaient le même cancer du sein, on les traitait avec le même médicament, il y en a qui guérissaient, il y en a qui guérissaient pas. Donc c'est pas la même maladie par définition. Et plus on avance... Donc il y a quoi? Il y a des milliers de cancers. Je peux vous dire, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a 350 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France, il y a 350 000 cas différents. Et le challenge pour nous, le défi de la science du cancer, c'est d'arriver à faire un traitement à la carte. Chaque malade, son traitement. Chaque malade son traitement, c'est l'une des solutions. Mais ça veut dire aussi que les causes du cancer vont pas être les mêmes chez tous. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les diagnostics précoces, là aussi, il y a des avancées qui sont annoncées. Je vois le travail de l'équipe du professeur Hoffman du centre hospitalier de Nice, CHU de Nice, et du centre de recherche de l'INSERM, qui dit, les travaux ont été publiés dans une revue scientifique, il serait possible, d'ici à quelques années, de détecter de manière précoce un cancer du poumon, avec une simple prise de sang. Alors aujourd'hui, ils ne détectent pas le cancer du poumon, ils détectent la présence de cellules cancéreuses dans le sang. Après, comme ils ont pris que des hommes de plus de 50 ans, très gros fumeurs avec une bronchite chronique, s'il doit y avoir un cancer, ça sera plutôt du poumon. Mais c'est pas... Alors, pas tout à fait en fait, pareil, c'est très simple. Quand des cellules cancéreuses, vous savez, une cellule devient cancéreuse, elle a son ADN qui est muté, elle se met à faire quoi? Elle prolifère. Une donne 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Or, au fur et à mesure que ces cellules se divisent et prolifèrent, il y a quelques cellules qui ne s'accrochent pas aux autres et qui finissent par décoller de la tumeur et partir dans le sang. Et on sait aujourd'hui, par des techniques de filtration sanguine, c'est-à-dire on prend un peu de sang, on le fait passer dans un filtre, on recueille les cellules, on les regarde au microscope et on trouve qu'il y a des cellules cancéreuses là-dedans. Et on se dit, si dans l'ampoule, si dans la prise de sang il y a une cellule cancéreuse, c'est que dans le corps de cette personne, il y a des cellules cancéreuses. Et donc on va aller les chercher. Alors on va même plus loin aujourd'hui, parce que ces cellules cancéreuses, elles vivent, elles meurent. Elles se renouvellent en permanence. Et donc quand elles meurent, elles sont détruites, elles sont cassées en petits bouts et tout le matériel est relargué dans le sang. Et parmi ce matériel relargué dans le sang, il y a des bouts d'ADN, ce fameux chromosome, ces fameux bouts de chromosome. Or, l'ADN d'une cellule cancéreuse n'est pas normal, c'est de là qu'est venu le cancer, parce que ton ADN est muté. Eh bien, on sait aujourd'hui retrouver ces tout petits bouts d'ADN dans le sang, et même dans les urines, et voir que c'est de l'ADN cancéreux et non pas de l'ADN normal, et dire voilà, il doit y avoir un cancer dans le corps de cette personne. Alors, ce sont des techniques qui, à l'évidence, demain, vont permettre de faire des progrès considérables. Là encore, l'annonce est un peu tôt, parce que cette étude, elle a porté sur 5 malades atteints de cancer du poumon, d'accord. Il y en a 26 000 chaque année en France. Bon, il faut... D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le docteur Hoffman, c'est-à-dire il a dit attention, prudence, il y a besoin encore de 5 à 10 ans de travail, voilà. Bon, professeur Khayat, est-ce qu'on peut éviter le cancer? Ça, c'est une question basique, hein. Est-ce qu'on peut éviter d'être atteint par cette maladie? Écoutez, il n'y a pas un type qui a plus peur du cancer que moi. Pour une raison simple, c'est que j'en vois depuis 35 ans. Et si j'écris ce livre, c'est justement parce que j'en ai très peur. J'en ai peur pour moi, pour mes enfants. Et pour autant, je vais vous dire, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas le truc, la pilule... Il n'y a pas de solution. Non, parce que ça dépend aussi de vous. On peut réduire le risque. Voilà. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est réduire le risque. C'est réduire le risque. C'est prendre les bonnes tendances, c'est-à-dire faire plutôt les bonnes choses que les mauvaises choses. Et donc, il y a des tas de bonnes choses et de mauvaises choses auxquelles je n'avais même pas pensé, moi, quand j'ai commencé à faire ce travail. Quels sont les premiers dangers? Les principaux dangers. Le tabac. Ça, on va même pas discuter. Numéro 1, il n'y a pas à discuter. Numéro 1, mais en même temps, bon, Dieu sait que personne ne peut me taxer de pro-tabagisme. Hein. C'est moi qui, quand même, avec l'équipe de Raffarin à l'époque, on a augmenté le prix du paquet de cigarettes de 3 à 4, puis 4 à 5 en un an. Hein. Ça fait 180 000 fumeurs en moins. Donc je n'aime pas le tabac, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que force est de constater qu'il n'y a qu'à peu près un fumeur sur 5 ou sur 6 qui va développer un cancer du poumon. Et tous les gens qui ont un cancer du poumon n'ont pas nécessairement... Un fumeur sur 5 ou 6 et tous les gens qui ont un
cancer du poumon ne vont pas nécessairement avoir fumé. Donc c'est pas aussi simple. Et c'est ça la nouvelle théorie que j'explique, et la nouvelle théorie aujourd'hui sur le cancer. C'est que pendant longtemps, mais longtemps, c'est jusqu'à il y a 4-5 ans, on pensait que le cancer c'était toujours le résultat d'un contact massif avec un énorme cancérigène. Genre, vous fumez, vous allez avoir un cancer du poumon. Ouais, mais on constate que tous les fumeurs font pas de cancer du poumon et tous les cancers du poumon n'ont pas fumé. Et donc la nouvelle théorie, c'est de se dire, c'est pas un contact massif avec un gros cancérigène, c'est une succession infinie tout au long de la vie de tout petits facteurs cancérigènes avec des tout petits contacts. C'est-à-dire un peu de vitamine E pour un homme, plus un coup de soleil en trop, plus avoir mangé ça pas bon, plus un coup de saumon, etc. Et du coup, chaque fois, on a mis en œuvre le système de réparation de notre ADN et à la fin, le système devient trop de petits trucs. D'un seul comportement. De petits mauvais comportements. De petits mauvais comportements. Trop de soleil. Trop de soleil dans l'enfance. Dans l'enfance. Trop de soleil dans l'enfance. Dans l'âge adulte, ça donnera des cancers, mais qui sont pas très graves, qu'on appelle les basos, comme ça on les appelle, qui sont pas très graves. Par contre, dans l'enfance, c'est les mélanomes. Trop de saumon, vous dites? Oui, le saumon, comme le thon rouge d'ailleurs, sont des poissons, tous les gros poissons gras, justement, et ça arrive aux oméga 3, tous les gros poissons gras sont aujourd'hui considérés comme relativement dangereux vis-à-vis du cancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont extraordinairement pollués par non seulement des métaux lourds, l'arsenic, le mercure, le plomb, le cadmium, mais aussi pour ce qui concerne le saumon, par ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants. Alors c'est terrible, parce que ce sont des agents qui sont classés comme cancérigènes de niveau 1, c'est-à-dire maximum possible, comme le tabac, mais qui sont persistants. Quand ils rentrent dans votre corps, ils restent 20 à 30 ans à faire leur effet cancérigène. Alors je vais vous dire, dans le livre, pas sur le précédent, j'avais donné un tableau avec la quantité, la concentration dans le saumon, le thon, etc., de cadmium, de mercure, etc., en fonction du port de pêche. Alors je vais vous faire globalement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que des fois, vous avez des concentrations en cadmium dans certains morceaux de saumon qui dépassent le seuil de définition des gisements miniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une poignée de terre dans une mine en Afrique de cadmium et vous prenez un bout de saumon. Des fois, il y a plus de cadmium dans le saumon que dans la terre de la mine. Alors, c'est pour ça que sur le site du ministère de la Santé, moi, je ne l'ai pas vérifié, mais il y a 2 ans, et c'était clairement indiqué qu'il n'est pas recommandé ni aux femmes enceintes ni aux enfants de moins de 6 ans d'en manger trop du saumon. Alors moi, je dis si c'est pas bon pour les femmes enceintes, je ne sais pas pourquoi. À moins qu'on ait un stock à écouler. Bon. Mais ceci dit, encore une fois, pardon, parce que j'aime bien le saumon. Il ne s'agit pas de ne jamais en manger. Mais il faut savoir que quand on va en manger, voilà, de temps en temps. Si je devais résumer. Le secret, c'est quoi? C'est varier son alimentation. Le secret, vous me demandez qu'est-ce qui est dangereux? J'avais dit le tabac. Et en deuxième, c'est la pauvreté dans la diversité de l'alimentation. Cette alimentation américaine, basée sur 50 produits, les mêmes toute l'année, voilà, on mange ça tout le temps. Nous, la vraie alimentation européenne, et notamment française, c'est suivre les saisons. C'est pas manger tous les jours la même chose tout au long de l'année. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que si là-dedans, il y avait un produit qui était cancérigène pour vous, puisque la conclusion de ce livre, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes et on n'a pas tous les mêmes aliments à manger ou à écarter. Donc, si pour vous, il y avait un aliment pas bon, le fait que vous n'en mangiez pas tout le temps fait que finalement, vous réduisez votre risque. Donc, changez, ayez une grande diversité, une grande variété, suivez les saisons. Alors, pourquoi pas manger du saumon, mais bien sûr que ça c'est un super goût, j'en mange, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Moi, j'ai une amie qui s'est intoxiquée au mercure parce qu'elle a mangé pendant 2 ans, tous les jours à midi, elle prenait que des saumons, des sushis de saumon. Et cancer qui a suivi? Non, elle était intoxiquée au mercure, on a évacué le mercure. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est variété. Alors, vous dites aussi vitamine A, vitamine E, vitamine D. Attention quand on en prend trop. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est spécifique. Là, il y a des très belles études qui ont montré. Je vais vous dire, quand on a découvert, c'est un très grand. Trop de vitamines? C'est pas très bon. Non, c'est pas trop de vitamines, c'est pas n'importe lesquelles. Et c'est pas n'importe lesquelles pour chacun d'entre nous. L'histoire, elle est très belle. C'est un très grand cancérologue, très jeune à l'époque, français, qui est allé en Chine dans les années 70. Ça s'ouvrait. Et nous, on traitait les leucémies avec des greffes de moelle, des chimios massives. Et eux, ils n'avaient pas d'argent, donc ils traitaient avec de la poudre de je sais pas quoi. Et mon ami, il regarde et il dit, mais avec quoi vous traitez les leucémies? Et il dit, voilà, avec un dérivé de la vitamine A. C'est-à-dire des carottes, si vous voulez, des abricots. Il a rapporté la poudre et il s'est aperçu qu'effectivement, quand on mettait cette poudre de vitamine A avec les cellules leucémiques, elle devenait normale. Alors on a eu tous, les cancérologues du monde entier, des immenses espoirs en disant on va donner de la vitamine A à tout le monde et il n'y aura plus de cancer. Alors on a fait 3-4 immenses études, 5 à 10 000 volontaires fumeurs de plus de 50 ans à qui on a donné soit un placebo, c'est-à-dire rien, soit un dérivé de la vitamine A. Et la conclusion malheureusement de toutes les études, c'est que ça a multiplié le risque de cancer du poumon par 3 à 4. Donc premièrement, pas d'apprentis sorciers.
Deuxièmement, la vitamine A chez les fumeurs, c'est pas bon. Alors, je vais pas vous reprendre toutes les études, mais la vitamine E chez l'homme, il y a une très belle étude qui s'appelle... Foie à bas, huile de poisson, les œufs, les laitages, alors, c'est surtout dans les compléments alimentaires, parce qu'il faudrait vraiment... les compléments alimentaires. Voilà. Et on ne sait pas, quand on prend une boîte avec des compléments, on ne sait pas qu'il y a de la vitamine E ou de la vitamine A. Or, la vitamine E chez la femme, c'est très bon. Chez l'homme, ça augmente de 30% le risque de cancer de la prostate. Au point que les États-Unis, les Américains ont été obligés d'arrêter leur étude. Ils avaient tiré au sort moitié vitamine E, moitié rien. Enfin, je vous simplifie l'étude. Et ils ont été obligés d'interrompre parce que dans le groupe qui prenait la vitamine E, les hommes avaient 40% de cancer de la prostate en plus. Vitamine D, alors vitamine D, chez la femme, c'est très très bon. Chez produits laitiers, beaucoup. Produits laitiers. Et chez l'homme, il commence à y avoir des études qui disent faites attention sur les risques de cancer de prostate. Les oméga 3, alors là, les oméga 3, on nous a dit comme ça pendant 15 ans que c'était génial, ça allait prévenir tout. Bon, finalement, quand on regarde la littérature scientifique, c'est-à-dire toutes les études publiées, eh bien, on s'aperçoit que il y a vraiment 3-4 études un peu positives sur la prévention du cancer, mais il y en a des centaines qui sont négatives, voire délétères, c'est-à-dire négatives, et qui augmentent le risque. Et notamment, il y a 4-5 études, dont cette fameuse étude SELECT américaine, où les gens étaient répartis en plusieurs groupes. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, les hommes qui ont des taux élevés d'oméga 3 dans le sang, alors ça vient de leur consommation d'oméga 3, bien entendu, mais pas avec les poissons, c'est pas suffisant, il faut manger des tonnes de poissons, c'est les compléments, hein, bien. Alors c'est sûr que toutes ces études, 3-4 études ont montré que ceux qui avaient des taux élevés d'oméga 3 dans le sang avaient plus de cancers de prostate et plutôt des cancers de prostate agressifs. Alors, encore une fois, je vais vous dire, ça fait 10 ans que les Français mangent des oméga 3. Moi, je vais vous faire un truc très simple. Si ça devait réduire le risque de cancer de prostate, on aurait vu le nombre de cancers de prostate diminuer. Vous l'avez vu, vous, dans les statistiques de l'Institut national du cancer. Le nombre de cancers de prostate ne cesse d'augmenter. Alors c'est sûr qu'il y a des lobbies derrière, parce qu'il y a des fabricants, mais il faut rester raisonnable. Moi, ce que je dis, c'est, si vous pensez que vous avez des risques cardiovasculaires, où là, on sait que les oméga 3 font du bien, votre médecin doit vous en prescrire. Mais si vous n'avez pas de risque cardiovasculaire, et si vous êtes un homme, réfléchissez bien. David Cariat, le top 7 des bons aliments anti-cancer. Alors, je donne la grenade. C'est le meilleur pour moi. Le meilleur. Ouais, c'est fantastique. Toutes les études, c'est 3 ans de travail là, de lecture de tous les articles. La grenade, pour moi, c'est numéro 1. Numéro 1. Mais on l'a mangé comment d'ailleurs? Le problème, c'est qu'en jus. Non. Mais le problème, c'est que toutes ces études, les gens, ils buvaient 1/4 de litre, 250 millilitres de jus de grenade par jour. Oui. Alors, d'abord, le goût n'est pas, tout le monde n'aime pas forcément ce goût-là. Ensuite, c'est beaucoup de sucre, 1/4 de litre par jour. Hein. Donc, en fait, je vais arriver à la conclusion pour les 7. C'est que l'alimentation ne permet pas d'apporter les quantités qui ont démontré leur efficacité dans des vraies études chez l'homme. Parce que la grenade, il y a eu 3-4 études où on a pris des gens qui avaient des cancers de prostate, à qui on avait enlevé la prostate, et on regardait s'ils allaient rechuter ou pas. La moitié, on leur a donné du jus de grenade tous les jours en prévention de la rechute. L'autre moitié, ce qu'ils voulaient. Et ça a retardé, mais de plus d'1 an et demi, le délai avant rechute. Mais 1/4 de litre par jour. Donc pour tous ces aliments, il faut en fait les prendre plutôt dans des compléments alimentaires, parce que la quantité qu'il faudrait prendre, par exemple le curcuma, c'est 6 à 8 grammes tous les jours. Le curcuma, alors la quercétine, les capres, la salade, les raisins, le vin, le chocolat, le cacao. Le chocolat, oui. Le thé vert, le brocoli. Le thé vert, c'est 6 tasses par jour. 6 tasses par jour. Le brocoli, c'est pratiquement une portion tous les jours. L'ail, c'est 20 portions par semaine. Donc, c'est des quantités qu'on n'arrive pas. L'ail aussi. L'ail, c'est génial. Sur le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, les études faites notamment en Asie, mais montrent que ça réduit le risque de façon très importante. Mais vous pouvez imaginer un bureau dans lequel tout le monde aurait mangé de l'ail tous les jours. Professeur Cariat, le sélénium. C'est génial parce qu'en plus, lui... Mais le sélénium, on peut le prendre. Il y en a pas. Oui, parce qu'en fait, on le trouve dans les céréales, mais ça vient de la terre. Or, les terres européennes sont très pauvres en sélénium, contrairement aux terres américaines. Donc, dans nos céréales, il y a très peu. Il faut l'avaler. Il faut l'avaler 200 microgrammes à peu près, ou 100 microgrammes par jour. Et le sélénium, c'est vachement bien parce que les gens qui sont sous chimio, ils ont moins d'effets secondaires s'ils prennent du sélénium. Alors le raisin, les fruits en général, évidemment. Le vin rouge. Ce qui est étonnant, c'est que la nature le vin rouge consommé avec modération. Le vin, comme tout d'ailleurs. Oui. Si vous prenez que du jus de grenade toute la journée, vous allez finir avec un diabète tellement il y a de sucre. Bon. Donc tout c'est modération, variété. Le vin, c'est Janus, c'est-à-dire vous en prenez un peu, c'est plutôt bon pour la santé. Vous en prenez beaucoup, c'est très mauvais pour la santé. Donc ce qu'il faut, c'est valoriser une consommation modérée, de plaisir. Voilà, c'est pas de ce binge drinking, de boire à vomir et tout. C'est vraiment de consommer. Ceux qui n'en consomment pas, je dis pas qu'il faut en consommer, attendez, mais ceux qui consomment du vin, si c'est 1, 2, 3 verres pour les hommes, 1, 2 verres pour les femmes, c'est très acceptable. Alors, dernière chose, il faut bien faire la différence entre le cancer classique et puis le cancer
que je qualifierais de professionnel, qui fait suite à un contact professionnel. Absolument. Ou à un environnement professionnel. Oui, ça aussi c'est clair, parce que les études, alors on va extrapoler les études. Alors ils disent par exemple les solvants. Ouais. Les solvants, ça augmente le risque d'un certain nombre de cancers. Oui, mais la femme qui nettoie, enfin la femme ou l'homme qui nettoie avec un solvant son appartement, son contact, il est avec un solvant, c'est vrai, mais il est minime, contrairement à un type qui est dans l'industrie des solvants. Pareil pour les pesticides. Les pesticides sont des perturbateurs endocriniens qui augmentent le risque d'un certain nombre de cancers. Mais nous, vu la quantité ridiculement faible de fruits et légumes que nous mangeons, la quantité de pesticides qu'on va absorber, elle est ridicule. D'ailleurs, toutes les études bio versus pas bio n'ont jamais montré pour l'instant d'effet du bio. Mais par contre, l'agriculteur, le malheureux, qui en plus n'est pas éduqué pour mettre son masque et tout, lui, il a un contact massif. Lui, il augmente son risque de cancer et c'est prouvé. Donc c'est vrai pour tout. Sauf il y a un truc où vraiment là, je suis très opposé, c'est le diesel. Le diesel, c'est 220 000 morts par cancer du poumon dans le monde. Et ce diesel qui est vraiment une substance extrêmement cancérigène parce qu'elle émet des particules qu'on appelle les PM2,5, des toutes petites particules qui sont tellement petites que quand vous les respirez, elles rentrent jusqu'au fond des poumons et là, elles restent là, tellement au fond qu'on ne peut plus aller les enlever par le système de nettoyage et elles finissent par faire un cancer. Alors ça, je pense qu'on devrait arrêter d'avoir du diesel moins cher que l'essence. Merci, professeur David Kayat. Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous. C'est chez Odile Jacob, c'est passionnant.